What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, je vous propose de nous intéresser à un acteur qui n'était pas vraiment prédisposé à voir son nom en haut des affiches des blockbusters, mais qui, au gré des circonstances, a été promu star de films d'action au milieu des années 90, dans 3 des productions les plus emblématiques et les plus tonitruantes que nous aura offert cette glorieuse décennie du cinéma sous stéroïdes. L'acteur en question, c'est le seul et l'unique Nicolas Cage, dont ce seul podcast ne saurait hélas passer en revue tous les détours, les sorties de route et les coups de génie de son étonnante carrière. Alcatraz, The Rock. This cell block housed the most awesome scum in America. No other prison in history was more carefully constructed to make escape impossible. What's the matter, fellas? Something wrong with the tour? The tour's over, Bob. But now, the only way to stop the unimaginable I come straight to the point. 81 civilians are under my control as of this moment. A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. is to get the one man who broke out of the rock. Oh, I have a unique knowledge of this prison facility. I was formerly a guest here. To lead a chemical weapons specialist and a team of Navy SEALs to break back in. Neveu de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage commence au début des années 80 par traîner sa silhouette gauche de gamin grandi trop vite dans la comédie romantique de Martha Coolidge, Valley Girl, et la chronique adolescente Rusty James réalisée par son oncle dans la foulée d'Outsiders. Puis le jeune Nicolas continue de faire ses classes dans le cinéma d'auteur américain en alignant sur sa carte de visite les noms de Joel Cohen, Alan Parker, Norman Jewison ou encore David Lynch. Il est alors difficile de raccorder le potentiel de séduction de Cage à celui des stars ou stars en devenir de sa génération, Johnny Depp, Brad Pitt et autres Tom Cruise. Sans doute parce qu'il ne présente pas une beauté classique, et plus certainement parce que son débit de parole accidenté et ses regards fiévreux lui donnent l'air d'un psychopathe. Au cours de cette première partie de carrière, Cage expérimente donc avec cette aura étrange pour se composer une galerie de personnages barrés, enfants d'une Amérique bigger than life, où même les angoisses semblent démesurées. Pour se composer un look et une attitude dans Arizona Junior, il s'inspire de l'espièglerie de Woody Woodpecker. Pour trouver son vampire intérieur dans Embrasse-moi vampire, comme d'autres comédiens cherchent leur clown intérieur, il va puiser dans la pantomime des vampires du cinéma expressionniste allemand. Un goût certain pour les personnages excessifs, menant leur vie comme une symphonie chaotique qui le mènera jusqu'au rôle d'un alcoolique autodestructeur dans Live in Las Vegas de Mike Figgis, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur en 1996. Oh, just some terrorists decided to send a little care package, box of goodies, which had to be neutralized before blowing up the office. So I took the rest of the day off. Glass of wine, little guitar. Just relaxing. 3 mois seulement après avoir remporté son Oscar, Nicolas Cage est à l'affiche de Rock, blockbuster estival produit par Jerry Bruckheimer et signé Michael Bay, dans lequel il incarne le docteur Stanley Goodspeed, un expert en armes chimiques, missionné par le FBI pour empêcher un groupe de militaires dissidents de projeter un gaz toxique sur San Francisco depuis la prison d'Alcatraz. Michael Bay oblige, le film regorge de scènes d'action, terrain de jeu plus favorable à des unités d'intervention surentraînées qu'à un docteur en chimie, officiant d'ordinaire en simulation dans son laboratoire du bureau fédéral, qu'au milieu des explosions et des tirs ennemis. Et ce personnage, loin de l'archétype du mal alpha à la Steven Seagal, permet justement à Cage de trouver sa place dans ce contexte de film d'action, et réussit même à exister à l'écran entre les présences charismatiques d'Ed Harris, occupant le rôle de l'antagoniste, général révolté et empreint de nobles valeurs, et de Sean Connery, agent secret britannique aguerri et ancien prisonnier d'Alcatraz, auquel la star écossaise apporte son charme personnel, mélange de rudesse et de classe intestable. La dynamique de notre duo de héros, réunis par la force des choses, permet à Cage de proposer un héros d'action atypique, plus maladroit et moins sûr de lui que son iconique partenaire, et jouant même les comic relief, comme lors d'une scène d'angoisse au moment de l'approche d'Alcatraz à la limite du burlesque. Et pourtant, malgré ses failles, le Dr Goodspeed aura le droit au moment d'accomplir sa mission à un plan signature de Michael Bay, de ceux par lequel le réalisateur iconise ses héros selon les codes de production Bruckheimer. Ici, un Nicolas Cage à bout de force, à genoux et un fumigène dans chaque main face au soleil couchant. After serving the last of his sentence,
Cameron Poe is taking the first plane home to his wife and daughter. Today's flight is a special one. We're populating Louisiana's Felton Penitentiary. These guys are the worst of the worst. See a lot of celebrities among us. I see 11 primetime lives, 3 Regis and Kathy Lees, and a genuine 2020 interviewee. What you looking at, punk? Nothing, I was just admiring your cage. But one wrong flight Stewardess, what's the in-flight movie today? can ruin your whole day. What happened? We caught the plane, man! Welcome to Con Air. Iconisé par Michael Bay, pour ne pas dire sacralisé parmi les saints patrons d'une Amérique virile et guerrière, Nicolas Cage est immédiatement consacré en héros d'action et peut dès lors se défaire de l'attitude maladroite du Dr Goodspeed pour adopter le cool et le sex appeal de Cameron Poe, le protagoniste des Ailes de l'Enfer, autre blockbuster estival produit par Jerry Bruckheimer, cette fois réalisé par Simon West et sorti en juin 1997, soit à peine un an après Rock. Coiffé d'un mulet de bad boy romantique et vêtu d'un Marcel dévoilant les efforts que l'acteur a consentis dans une salle de musculation, Cameron Poe est, à en croire une interview de Cage pour la chaîne YouTube du magazine GQ, un modèle masculin, une version idéalisée de lui-même à laquelle il rêvait de correspondre un jour quand il n'était encore qu'un adolescent gringalé. Un personnage capable de tenir tête à un équipage de prisonniers dangereux et vicieux, et dont la noblesse d'âme le convainc de rester à bord de l'avion infernal pour aider son codétenu malade quand il lui était possible de débarquer en lieu sûr. Une vocation héroïque qui s'inscrit dans la logique de ce type de divertissement, davantage à l'écoute de l'efficacité d'un récit que de sa vraisemblance. Surtout quand Cameron, à peine sorti de la carlingue de l'avion venant de se cracher sur Las Vegas, enfourche une moto pour neutraliser le terrible Cyrus le Virus. Le personnage du Marshal, interprété par John Cusack, incarnant la figure d'autorité et de justice qui devrait en temps normal gérer les événements et les menaces, se retrouve ainsi concurrencé et dépassé par cet Uber Nicolas Cage. Put the bunny back in the box. I knew you was a punk, and I was right. You been playing us all along. You a free man. I said, put the bunny back in the box. 3 semaines à peine après la sortie des Ailes de l'Enfer, Nicolas Cage reprend déjà du service dans le blockbuster d'action en jouant cette fois-ci un double rôle, celui du protagoniste et celui de l'antagoniste de Volte-Face, concocté par John Woo, le maître hongkongais du gunfight. Si on peut sans trop d'efforts imaginer Jean-Claude Van Damme ou Wesley Snipes dans le rôle de Cameron Poe, cette fois-ci, Cage et son alter ego John Travolta héritent des rôles écrits à l'origine pour Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Si Cage a rapidement gagné sa place dans le club des action stars, son énergie atypique sert à merveille le personnage savoureusement dingue de Castor Troy et trouve parfaitement sa place dans ce scénario invraisemblable d'échange de visages, magnifié par la mise en scène romantique de John Woo. J'en veux pour preuve la scène où Pollux Troy commence à se demander si la personne face à lui est bien son frère Castor. Cage redouble alors d'hystérie dans son jeu, et voilà Pollux aussitôt rassuré. Au-delà du personnage prétendant ainsi être Castor Troy le cinglé, on peut voir dans cette outrance Nicolas Cage qui prouve qu'il est bien le Nicolas Cage qu'on attend de lui. L'expérience cauchemardesque servant de high concept au film pourrait presque être perçue comme un délire paranoïaque dont les personnages flippés et flippants du bestiaire de Cage ont le secret, mais cette fois, le délire a des allures d'actionneur à 80 millions de dollars avec une touche futuriste plutôt que d'un drame intimiste. I've been chasing this guy ever since I joined the force. He has no conscience and he shows no remorse. He's the mastermind behind numerous bombings and political assassinations. He has a felony list a mile long: murder, arson, kidnapping, terrorism, you name it. He's the most dangerous and brilliant criminal mind I've ever known. For years, I've been watching him, tracking him, studying his every move. I know his every mannerism, facial tic, gesture. I know him better than he knows himself. And now, after all this time, I finally figured out a way to trap him. I will become him. Après Volte-Face, Nicolas Cage recommencera à alterner les genres cinématographiques et les catégories budgétaires, s'autorisant aussi bien un thriller glauque comme 8 mm de Joel Schumacher, qu'un drame romantique comme Capitaine Corelli de John Madden, en passant par Adaptation, une comédie surréaliste de Charlie Kaufman. Et au milieu de cette filmographie tous azimuts, Cage retrouvera quelquefois l'occasion de tenir l'affiche de blockbuster, la plupart du temps pour le compte de Disney, la major qui lui avait déjà fait confiance pour Rock. Malgré ce statut de star et ses précédents succès au box-office, Cage continue de surprendre dans ses rôles de héros de divertissement grand public.
Si le personnage de Benjamin Gates gagne un tant soit peu en épaisseur à l'écran, c'est parce qu'il est joué par un hystérique accro au casino qui ressemble davantage à Sailor de Sailor et Lula ou Memphis Reigns de 60 secondes chrono qu'à un archéologue made in Disney. Quant à Balthazar Blake, le mentor de l'apprenti sorcier, ses cheveux longs décolorés évoquent davantage un chanteur émo-gothico-métalleux romantique qu'un vénérable archétype d'heroic fantasy. C'est sans doute pour ça qu'on garde une tendresse pour le Nicolas Cage héros de blockbuster, parce qu'il porte en lui l'étrangeté et le fun de ses rôles passés, autant que sa persona d'artiste hors norme, fan d'Elvis, de comics et chantre du kitsch, du mauvais goût assumé et collectionneur d'objets rares et improbables. Si aujourd'hui il alterne les productions indépendantes et les direct-to-vidéo dispensables, on regrette de ne pas le voir apporter un peu de sa folie au blockbuster actuel. Et je ne parle pas de son horrible clone numérique servant simplement de clin d'œil foireux dans The Flash. Je parle du véritable Nicolas Cage qui pourrait enflammer son crâne de Ghost Rider, histoire de chahuter un peu le MCU par exemple. Well, I think you better pull the trigger, because I don't give a fuck. I'm ready for the big ride, baby. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.